Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce début de semaine sur les antennes de Dash TV Sports and Entertainment. Le plaisir renouvelé pour se retrouver dans le cadre de votre programme Dash Football Club, une émission 100% football qui traite essentiellement l'actualité du football local et l'actualité du football international. D'ailleurs, pour cette autre édition du mois de juillet, nous parlerons du séjour de Kylian Mbappé au pays des Lions indomptables. L'attaquant français, capitaine de l'équipe de France de football, a passé un séjour de 3 jours au Cameroun, un séjour durant lequel il est passé dans quelques villes principales de ce pays, la ville de Yaoundé, avec ce match de basketball organisé à l'honneur de l'attaquant français du côté du village de Noah, avec Joachim Noah, le fils de l'autre. Il est arrivé également dans la ville de Douala, où le point de chute de son séjour était l'île de Djebale, le village paternel de Kylian Mbappé. Avec nos différents invités sur ce plateau, nous allons revenir sur les temps forts de cette visite de Kylian Mbappé au Cameroun, en revenant tour à tour avec les différents événements qui ont marqué justement son séjour au pays des Lions indomptables. Quelques réactions exclusives également depuis le village Bonandale. Et de ce côté, Kylian Mbappé a visité les travaux de réhabilitation de l'école publique de Bonandale, une infrastructure scolaire qui a été financée par la fondation de Kylian Mbappé. Nous parlerons également de la CAN des moins de 23 ans. L'Afrique tient enfin ses 3 représentants pour le tournoi de football masculin aux Jeux Olympiques Paris 2024. Le Maroc, champion d'Afrique des moins de 23 ans. L'Égypte, finaliste. Et enfin le Mali, qui a réussi à remporter la médaille de bronze lors de cette petite finale face à la Guinée-Conakry. Pour sortir de ce programme, nous parlerons de la relève. Et quand on parle de la relève, on se tourne vers le football jeune pour s'intéresser à Relève Football Academy, ce nouveau projet, cette académie de football qui voit le jour et qui est installée dans le quartier Niala-Pariso. On va, avec le promoteur de cette formation, revenir sur le projet de cette académie de football, une nouvelle académie. Quelle est la différence avec les autres qui sont très nombreuses dans la ville de Douala? On en parlera sur ce plateau et je retrouve déjà le premier invité, le promoteur de Relève Football Academy, Jonathan Bapindi, qui est avec nous cet après-midi. Bon après-midi, Jonathan. Merci de m'inviter. Bon après-midi, Jérès, c'est tout le plaisir d'être là. Merci beaucoup, Jonathan. C'est une première sélection à Dash Football Club parce que dans ce programme, on parle de sélection comme avec les Lions. Et pour une première sélection, il y a un bisoutage qui est très important. Il faut faire l'éloge de Jérès, le présentateur. Donc à chaque prise de parole, il faut faire les efforts de faire mon éloge. Sinon, vous serez sanctionné ou exclu de ma sélection. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. C'est également sa première sélection. Nous retrouvons le président de l'association PSG 237 dans la ville de Douala. J'espère que je ne me trompe pas. Il s'agit de Benoît Stéphane Mabé qui est avec nous. Bon après-midi, président. Bon après-midi, Jérès. C'est un plaisir d'être parmi vous. J'espère que ce sera un plaisir qui va se renouveler avec le temps et que ce n'est que le début en fait, d'un bon partenariat entre nous. Bien sûr, c'est bel et bien de la ville de Douala. C'est PSG 237, ville de Douala, peut-être pas limité à la ville de Douala parce qu'on a des membres qui sont basés, que ce soit à Ngaoundéré, à Bafoussam ou à Yaoundé, mais le gros du contingent est domicilié du côté de Douala quand même. Si vous l'avez compris, mesdames, messieurs, nous parlerons de Kylian Mbappé sur ce plateau et c'était important d'avoir un représentant de l'association PSG 237. Merci encore d'avoir honoré à cette invitation. Merci à toi, Jérès, de m'avoir invité. Le visitage est également valable pour vous. Je ferai de mon mieux. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants, mesdames, messieurs. Pour le premier arrêt, nous parlerons de Kylian Mbappé. Voilà, on se retrouve pour revenir sur cette première actualité qui a marqué justement le week-end de la semaine dernière. Kylian Mbappé, l'attaquant, capitaine de l'équipe de France, qui a passé 3 jours au pays des Lions indomptables. On va rester sur son arrivée dans la ville de Douala. Tout a démarré du côté de l'aéroport international de Douala. Ensuite, sa délégation a mis le cap au village de Sodiko avant de se retrouver à l'école publique de Bonandale. Pour terminer cette journée marathon, Kylian Mbappé est arrivé dans le village de Djebale. On va revenir en écoutant ce reportage qui s'intéresse au séjour de Kylian Mbappé dans la ville de Douala. Aéroport international de Douala. Quelques minutes avant l'arrivée de Kylian Mbappé, l'ambiance est électrique. Nous sommes très heureux de recevoir Mbappé ici aujourd'hui à Douala. Et c'est un moment très attendu.
Parce que nous on attendait, on voulait le voir depuis. Quand on nous a dit qu'il était à Yaoundé, nous étions même déjà pressés, cités. On voulait même arriver à Yaoundé, mais on savait qu'il arrivait, il venait à Douala. Nous sommes là pour lui. Le public attendait impatiemment le champion du monde 2018. Dans la foule se trouvaient les sosies de Kylian Mbappé et Choupo-Moting, arborant fièrement les couleurs en club des deux joueurs, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Plusieurs personnes disent que je ressemble à Mbappé, parce que vu même ce que j'ai fait hier au stade de Toudji, tout le monde attendait le vrai Kylian Mbappé, mais quand je suis arrivé, j'ai représenté Kylian Mbappé, j'ai été tellement fier. Lors du passage de l'attaquant du Paris Saint-Germain, c'était la débandade totale pour apercevoir le Camerounais d'origine. La délégation a alors mis le cap à l'école publique de Bonandalais, un établissement scolaire réhabilité par la fondation Kylian Mbappé. Ici, ses fans lui ont également réservé un accueil chaleureux. C'est l'euphorie. L'occasion nous est donnée de rencontrer notre meilleur joueur depuis de très longues années. Donc voilà, on est là, on est très content de sa venue. Aux côtés du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivar Adibois, Kylian Mbappé a visité cette infrastructure où son père, Wilfried Mbappé, a fait ses classes dans le primaire. L'attaquant français a aussi eu droit à un bain de foule digne de Ballon d'Or. Après 20 minutes de visite à l'école publique de Bonandalais, Kylian Mbappé a ensuite mis le cap à Djebalé, dans son village paternel. C'est ainsi que s'achève le retour de Kylian Mbappé aux racines paternelles. Et voilà, on rappelle que Kylian Mbappé, dans la soirée de samedi, a regagné Paris juste après son retour sur Douala, après avoir effectué cette visite dans le village de Djebalé. Je vais retrouver sur ce plateau le président de Relève Football Academy. C'est vrai qu'on parle de football professionnel avec Kylian Mbappé, mais vous voyez autour de lui des jeunes qui sont sortis des quatre coins, pas seulement de Bonandalais, de la ville de Douala, pour regarder ou alors faire un selfie avec cet attaquant français. En quoi ça peut justement motiver la carrière d'un footballeur en devenir? Bon, il y a beaucoup de points positifs en fait, parce que vous savez, la société, c'est le rôle modèle. Donc à chaque fois qu'on a une personne à qui on peut s'identifier, ça nous motive tout le temps. Je suppose que toi-même, à un moment donné, tu as eu à avoir en tête quelqu'un que tu as admiré, le travail, l'abnégation et tout. Tu te dis, un jour, je vais être comme ça. Donc, moi, c'est plutôt un signe très porteur que je prends avec beaucoup de positivité. C'est-à-dire, à la veille, c'est-à-dire le jeudi, moi, j'étais en train de présenter à la presse mon projet d'académie et Mbappé, on nous annonçait que Mbappé était là. Donc, ça me reconfortait à l'idée de dire, voilà, il faut mettre de l'énergie dans le football. Il faut qu'il y ait des Mbappé qui soient de chez nous, qui soient formés chez nous. Parce que là, il y a une petite crise. La crise, c'est que Mbappé est formé ailleurs et on veut se l'approprier. Oui. Donc nous, notre combat, c'est de former nos Mbappé sur place et faire que vraiment qu'ils aient également le mérite et le respect que Mbappé peut avoir de l'extérieur. Donc c'est un peu ça. Je pense que les enfants, ils le voient à la télé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent encore davantage jouer au football. Ces enfants rêvent encore davantage de jouer au football. Et comme on sait que tout part de la passion, et suivez l'encadrement. Donc si cela peut susciter davantage la passion auprès des enfants, on est sûr que notre projet aura beaucoup de projets, de fruits d'ici des années qui arrivent. C'est vrai qu'on parlera tout à l'heure de Relève Football Academy, mais en tant que promoteur d'une académie de football, l'arrivée de Mbappé à Douala, j'imagine que ça vous booste aussi pour avoir un futur Mbappé au sein de votre académie. Oui, ça nous rassure que le rêve est permis. Parce que Mbappé, c'est un être humain, c'est un fils de quelqu'un. Et on nous rappelle qu'il vient de Bonandalais, qu'il vient de Djebalé, c'est-à-dire son père vient de là. Ça veut dire qu'un enfant qui vient de Sodukumbu, je sais pas, de Nyala, Yassa, il peut revenir également en grand pompe aussi au Cameroun partant de la relève. Donc nous, on est à 100% à bloc sur notre projet. Et voilà, je dis bien Mbappé, c'est comme si c'est nous qui l'avons invité en fait. Pourtant, c'est lui-même qui a pris l'initiative de venir au Cameroun pour retrouver ses racines paternelles. Alors, président Benoît Stéphane Mabé, au sein de l'association PSG 237, dites-nous comment ça s'est passé lorsque votre association s'est rendue compte que Kylian Mbappé arrivait au Cameroun. Comme vous avez pu le voir dans les images tout à l'heure, j'ai quelques membres sympathisants de notre association qui étaient présents sur place au niveau de Bonandalais pour toucher un peu de près
l'idole, parce que, vous savez, nous, on est supporters du PSG, il est vrai, mais nous sommes Camerounais. Et à ce double titre, en fait, la venue d'un joueur comme Kylian Mbappé au Cameroun, c'est une double satisfaction pour nous. On a dû complètement arrêter toutes nos activités. On avait des activités prévues le samedi en question. On a dû tout arrêter, tout stopper. Pour Kylian. Pour Kylian. Wow. Parce que c'est un moment historique pour nous. On n'aura pas l'opportunité d'avoir un joueur en activité du PSG qui sera de passage au Cameroun de sitôt. Donc il fallait vraiment maximiser notre représentativité sur place, montrer aux joueurs de passage que même si on ne peut pas avoir une minute avec lui parce que vous avez vu le cordon de sécurité était important, mais au moins qu'ils sachent qu'au Cameroun il y a des supporters du PSG et que des Camerounais sont passionnés par ce club dans lequel il est, par le football en général. Et c'était vraiment une grosse satisfaction pour nous que cet événement ait pu être organisé de cette façon-là. C'est vrai qu'étant en Bonandal et votre vice-président, Nietedem, Christian, voilà, Christian Nietedem m'a soufflé qu'ils avaient prévu un cadeau à Kylian Mbappé. Oui, on avait prévu un cadeau à lui remettre qui malheureusement n'a pas pu être remis. Je ne sais pas si Kylian pourra regarder les images de votre télé, mais c'est peut-être l'occasion de lancer un appel à Kylian en lui disant ok, si j'ai quelqu'un au Cameroun qui est capable de passer, prendre contact avec le PSG 237, il y a un paquet pour toi. On l'avait prévu, mais malheureusement avec les dispositifs sécuritaires, comme je l'ai dit, on n'a pas pu le lui remettre, malheureusement. Mais tout de même, Kylian est au courant qu'il y a bel et bien une association PSG 237 parce que lors de sa sortie de cette école publique, il est passé devant le fan club du PSG. Oui, c'est important, c'est important. Déjà, il faut le préciser, le PSG 237 est une association qui est reconnue par le club, le PSG. On est agréé par le club, donc on est connu par le club. C'était une visite privée de Kylian qui n'était pas dans le giron de l'organisation du club. C'est pour ça qu'on n'a pas pu avec le club pouvoir s'associer effectivement dans l'événement en lui-même. Mais le PSG 237, c'est une association qui est reconnue par le PSG. Et aujourd'hui, si je vous pose la question, que retenez-vous de son passage à Douala, Bonandal précisément, où le PSG était bien installé? C'est vrai que votre vice-président toujours m'a signalé que l'association a pris contact avec les autorités traditionnelles du coin qui ont donné un espace à cette association pour attendre Kylian Mbappé à Bonandal. Oui, c'est vrai que malgré le fait que ce programme était un peu fermé, je vais dire ça comme ça, on a quand même pris les devants. On est parti à Bonandal, on a rencontré les chefs traditionnels. À Djebalé même également, on avait rencontré les chefs traditionnels. Il était question qu'on nous réserve un petit espace pour pouvoir au moins manifester à Kylian notre présence sur le terrain, ce qui a été bien fait et nous profitons pour remercier vraiment ces autorités-là qui nous ont permis de pouvoir nous mobiliser lors de cet événement-là malgré toutes les difficultés sécuritaires qui existaient. J'ai parlé justement des leçons. Les leçons, vous, en tant que président du PSG 237, les leçons du séjour de Mbappé à Douala. La principale leçon, en fait, je parlerai un peu comme le président de Relève, c'est que le mythe en fait est tombé. On va dire ça comme ça. Parce que Kylian lui-même l'a dit également dans son discours. Il a des fans certainement au Cameroun qui existent et qui pensaient que peut-être c'était quelqu'un qui Mbappé, on le voit à la télé et puis basta. Mais là, ils ont eu l'occasion de le voir à 1 mètre, de se rendre compte que c'était compliqué. Mais se rendre compte que c'est quelqu'un comme eux. Et effectivement, ça doit susciter des vocations. On a dit, il y a la relève qui doit être formée parce qu'il faut que les gens se rendent compte que, quoi qu'il en soit, ces joueurs-là sont ce qu'ils sont. Ils sont à la télé, on les voit, mais c'est des humains, comme nous. Donc, c'était ça, en fait. Pour moi, la principale leçon, c'est ça. C'est que le mythe est tombé. On a pu voir le joueur de près. On s'est rendu compte qu'il il avait des attentions, il avait des sensibilités comme tout être humain normal. Et on espère vraiment que ce ne sera pas le dernier passage qu'il aura au Cameroun durant sa carrière. Il ne faut pas qu'il attende la retraite comme d'autres l'ont souvent fait pour venir au Cameroun. Puisque sur son compte Twitter, après son séjour au Cameroun, il a indiqué qu'il reviendra justement chez les Lions indomptables pour poursuivre encore, pour découvrir encore quelques cultures camerounaises. Et je vais relancer le président Jonathan Bapidji en revenant justement sur le séjour de Kylian. Ce qui a déçu un peu les fans de Kylian Mbappé, c'est cet important dispositif sécuritaire. Parce que même pour nous, les hommes de médias, c'était très compliqué de se retrouver même à 1 mètre de Kylian Mbappé pour avoir de très bonnes images. Oui, mais moi, je peux pas être. Ça, pour moi, c'est pas regrettable parce qu'il faut bien protéger, il faut sécuriser, il faut protéger les enfants parce qu'un enfant peut se blesser seulement en voulant toucher son idole. Pour avoir un peu côtoyé le monde de la musique, nous, on a eu à assister à des concerts, par exemple, un icône au Cameroun.
Il fallait que l'ambulance transporte les gens parce qu'ils veulent toucher à 15 mètres. Il fallait juste qu'on donne l'impression, une petite brèche, pour donner l'impression qu'on peut toucher. Il fallait voir les gens qui devaient toucher. À la fin, on devait ramasser les morts. Et je pense que Kylian n'aurait jamais souhaité que son passage soit taché des incidents pareils. C'est malheureusement ça, c'est le prix à payer lorsqu'on devient aussi superstar comme Kylian. On ne peut pas faire moins que ça. Mais déjà, avec ce que le grand frère a dit, on va se contenter de réaliser déjà que il est parti de là, parce que moi, la symbolique de là où il vient, pour ce qu'il est aujourd'hui, vraiment, pour moi, ça dit tout pour un enfant que je vais former, pour une académie que je vais ouvrir, de montrer à un enfant que c'est possible. Kylian, peut-être, il est né en France, mais son père, il est parti de là. Et s'il revient, ça veut dire que toi également, tu peux arriver. Mais non, vouloir le toucher, c'est pas possible. Parce que c'est beaucoup demandé, quoi. Il faut qu'ils se contentent. Il faut qu'ils se contentent, les supporters du PSG, les fans de Kylian, les Camerounais, il faut qu'ils se contentent. Et après, maintenant, s'il y a les multiplications des sorties, des arrivées, à un moment donné, ça va devenir banal, plus ou moins, entre guillemets. Après, voilà. Mais pour la première, il faut qu'on se contente un peu de ce passage, aussi bref soit-il. Mais après, on s'est dit, si ça a pu motiver, si ça peut aider les consciences, les enfants surtout, parce que cette visite-là, pour moi, je la dédie aux enfants, parce que ce sont ces enfants qui doivent s'inspirer de ce succès, de ce passage. Tout le reste, là, vraiment, ça reste une sécurité. Après, si les gens ont vu ça sur un autre œil, pour moi, je reste sur ce que ça peut donner, qu'est-ce que ça communique à un enfant qui aime le football, qui veut jouer le football. Et après, s'il n'a pas pu toucher et tout ça, quel jour il va être son collègue? Les supporters de Kylian Mbappé qui scandaient à chaque fois Ballon d'Or 2024, parce que pour eux, Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur au monde et il doit à tout prix remporter le prochain Ballon d'Or. Ce séjour de Kylian également, président, a révélé les projets que l'attaquant, le capitaine de l'équipe de France, avait démarré ici au Cameroun, notamment la réhabilitation de cette école de Soumia à Yaoundé, la réhabilitation de l'école publique de Bonandale, à Bonandale, et enfin un grand projet pour la construction d'un centre sportif, je pense que... sportif national. Sportif national, autant pour moi, avec Joachim Noah. Finalement, on se rend compte que Kylian Mbappé, même si pour certains, il s'est détaché complètement de ses racines, mais c'est un petit, malgré son jeune âge, qui reste toujours attaché à ses racines. Oui, bien entendu. Je pense que beaucoup de Camerounais ont été surpris. Ont vraiment été surpris. Beaucoup n'imaginaient pas que Kylian Mbappé, français, capitaine de l'équipe de France et tout le reste, avait quand même des projets qu'il bâtissait au Cameroun sans tambour ni trompette. Parce qu'il n'y a même pas de communication tout autour. Personne ne le savait. C'est quelques heures avant, c'est pratiquement la veille que l'information a été révélée. La CRT avait fait fuiter un peu, excusez-moi, je parle de notre média sur votre plateau, mais avait fait fuiter un peu l'information à un moment donné, mais après on a voulu noyer le poisson en faisant croire non, c'était pas ça, ainsi de suite. Donc on a même miné les gens sur des fausses pistes, leur faisant croire qu'ils ne venaient pas. Donc effectivement, moi je pense qu'au final, ce qui transparaît, c'est que malgré tout, il est resté attaché au Cameroun, ce que les gens n'imaginaient pas. Parce qu'il mène des projets au Cameroun. Il a encore des ambitions pour le Cameroun. Donc, vraiment, c'était vraiment une surprise pour la plupart des Camerounais. Mais pour ceux qui connaissent un peu le personnage, ils savent que c'est quelqu'un qui est dans beaucoup de batailles extra-football. Il n'est pas que focalisé football, même en France. Vous allez remarquer que dans chaque fois qu'il y a un sujet de société, il intervient, il donne son point de vue. Il ne se cache pas. Ce n'est pas le footballeur lisse, comme on les a toujours connus, qui évite les sujets polémiques. Il parle de tout et librement et il exprime sa pensée. Donc moi, je n'ai pas été surpris en fait. Il dégage une très grande maturité malgré son jeune âge. Kylian Mbappé est très bon dans la communication aussi, comme Jonathan Mbappé dit, qui avait nous. Alors, vous l'avez même déjà dit tout à l'heure, dans le passé, vous étiez manager d'artistes, aujourd'hui vous êtes dans le football. Qu'est-ce qui peut motiver ou alors influencer un jeune footballeur comme Kylian Mbappé à se recroqueviller beaucoup plus dans le social, parce qu'il aime beaucoup les œuvres, comment je vais dire ça, il pense beaucoup aux personnes qui n'ont pas eu la possibilité comme lui d'avoir une vie assez facile avec la carrière de footballeur qu'il a aujourd'hui, et peut-être aussi c'est important pour lui pour réussir d'autres projets. Non, je pense que tout dépend du langage, de la communication entre lui et ses parents. Parce que tu vas remarquer que la plupart des gens qui investissent dans le social, c'est des gens qui ont
un attachement avec le social. Et dans leur histoire, tu vas voir Rashford en Angleterre, si tu rentres dans son histoire, tu vas remarquer qu'il en a souffert quelque part, ou bien ses parents ou ses aïeux. Quand tu regardes Cristiano Ronaldo, il va te dire que son père, à un moment donné, il a été addict, je veux dire quoi? Il était accro à tout ça. En fait, c'est des choses que c'est des choses qui te ramènent à l'humain, en fait. Ça veut dire, tu sais ce que tu es aujourd'hui, ce que tu fais, mais ça te rappelle qu'il y a eu un passage, il y a eu un avant toi qui n'a pas été facile, il y a des gens que... Et tu ne peux pas t'en passer, en fait. Donc, moi, je pense que c'est la façon dont on lui parle de son passé. On lui rappelle que vraiment, tu as eu la chance d'être là où tu es, mais voilà d'où nous sortons. Donc, si tu as les moyens, n'hésite pas. Moi, je pense que c'est parce qu'on le rappelle. C'est pourquoi il décide d'aller là-bas. Il pourrait venir vraiment, qu'il n'aille pas là-bas ou qu'il ne réhabilite pas l'établissement de son père, mais c'est parce que son père lui en a parlé à un moment donné. Et il a jugé qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Et je pense qu'on lui parle de beaucoup d'autres projets. Et il se dit que voilà, si j'ai la possibilité de le faire, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je pense que ses parents jouent un très grand rôle. Pour qu'il soit reconnaissant vis-à-vis de son pays. Parce que si ses parents n'étaient pas attachés à ce pays, je suis sûr que Kylian Mbappé lui-même ne serait pas attaché à ce pays, ni même encore à toutes ces choses-là. Donc moi, je peux que dire un coup de chapeau à ses parents, quoi. Kylian Mbappé, âgé de 24 ans en 2023, qui est arrivé au Cameroun pour un séjour de 3 jours. On va vous permettre, mesdames, messieurs, de vivre quelques temps forts de l'arrivée de Kylian Mbappé du côté de Bonandale. Avant l'arrivée de Kylian Mbappé, l'ambiance qui régnait, autant pour moi, dans cet établissement scolaire financé justement par Kylian Mbappé. La réhabilitation est toujours en cours puisque les travaux ne sont pas achevés. On va retourner à la technique pour s'arrêter et suivre cet élément qui plante le décor de l'ambiance qu'il y avait à l'école publique de Bonandale quelques minutes avant l'arrivée de Kylian Mbappé. Rebonsoir à tous et merci de nous retrouver. Nous sommes ici devant l'école publique de Bonandale pour vivre en direct l'arrivée de Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, champion du monde 2018. Je rappelle que toute la délégation est attendue ici à l'école publique de Bonandale avec cet important dispositif sécuritaire mis en place par les forces chargées du maintien de l'ordre. Et vous pourrez apercevoir également quelques supporters de Kylian Mbappé qui ont effectué le déplacement ici pour attendre l'international français. On va capter quelques réactions. On va capter quelques réactions de l'arrivée de Kylian Mbappé. Allez-y. Yes, our main objective here is just to see Mbappé. We know that he's one of the best players in the world. Just after Eto'o, and we know that Cameroon has better heights to go. Et c'est le décor qui est planté ici en attendant l'arrivée de Kylian Mbappé. On va essayer d'avoir également ce joueur qui porte les couleurs du Paris Saint-Germain. On rappelle que Kylian Mbappé évolue au Paris Saint-Germain. Dites-nous. Oui, Mbappé, c'est d'abord mon phénomène populaire. Mon phénomène populaire, quand il est voir au stade en train de jouer, ça fait ma fierté. Je suis son fan. C'est mon père spirituel. Mbappé, c'est mon père spirituel. Il n'y a pas d'eux. Ouais. Je suis là pour lui. Voilà le maillot. C'est donc quelques réactions en attendant l'arrivée de Kylian Mbappé. On va essayer également d'avoir les réactions des autres membres de la délégation pour rappeler que Kylian Mbappé jusqu'à présent est toujours l'attaquant du Paris Saint-Germain. Il évolue au Paris Saint-Germain et c'est donc ainsi qu'on peut apercevoir de toute la file quelques Camerounais qui ont porté les couleurs du Paris Saint-Germain, le club dans lequel évolue Kylian Mbappé. Juste à l'instant, vous avez à l'image l'esplanade de l'école publique de Bonandale avec cette école qui a été complètement réhabilitée par la fondation Kylian Mbappé. Grâce à cette fondation, eh bien, la ville ou le quartier de Bonandale a réussi à avoir une école publique construite grâce aux frais de Kylian Mbappé. On va peut-être essayer d'aller à l'intérieur de cet édifice pour savoir également ce qui se passe à l'intérieur de cette école publique de Bonandale. Quelques mouvements, quelques groupes de danse traditionnels qui sont à l'intérieur pour savoir, en attendant l'arrivée de Kylian Mbappé, l'international français. Et voici donc le visage de cette école publique, le visage de l'école publique de Bonandale. C'est ici que l'international français viendra pour communier avec tout le public. Il va essayer également de revisiter tout ce qui a été fait dans le cadre de la construction ou la réhabilitation, autant pour moi, de cet édifice. Je vais rappeler qu'il y a encore quelques mois, cette école publique de Bonandale affichait un mauvais visage, les bâtiments étaient vestieux et grâce à la fondation Kylian Mbappé, il a réussi comme ça à donner le sourire à tous ces scolarisés pour le compte de la prochaine rentrée scolaire. Je me retrouve toujours avec Durel Batinga pour ses impressions également sur
cette construction de l'école publique de Bonandale, Durel? Eh bien sûr, Jires Ngepchang, lovely viewers, we are talking to you live from École Publique de Bonandale, a newly inaugurated school, of course, championed by Kylian Mbappe's foundation. As just inside the school, we can see the massive cultural exhibition that is currently taking place here in the school. We can see the presence of traditional dances animating the atmosphere, as we have information that Kylian Mbappe is just a couple of miles away from this newly constructed or still in construction school edifice that is being championed by the Kylian Mbappe Foundation here inside the École Publique de Bonandale. We see massive deployments of the population who have now lined up to welcome the Paris Saint-Germain superstar and the captain of the French national team. As we can see on our screens, the presence of a number of a population who have turned out here massively to witness the arrival of Kylian Mbappe on his first official visit on Cameroonian soil for their first time. First-hand information from their eyes perspective themselves, as they have gathered here in their numbers to get a glimpse of the superstar. Means huge deployments from military personnel to make sure that this event moves on hitch-free at Jires Ngepchang. Voilà, Durel Batinga, nous sommes donc à l'intérieur de l'école publique de Bonandale. Je rappelle encore que c'est la fondation Kylian Mbappé qui a financé la réhabilitation de cet établissement scolaire. Et il faut déjà rappeler que pour la prochaine rentrée scolaire 2023-2024, tous les ressortissants ou alors les populations de Bonandale auront l'occasion d'assister à des cours dans des salles complètement réhabilitées par l'international français. Et on aperçoit également quelques banderoles aux couleurs du Paris Saint-Germain. Ici c'est Paris Saint-Germain, les couleurs du PSG, c'est le club dans lequel évolue Kylian Mbappé. Peut-être on va tenter de capter quelques réactions grâce à Emmanuel Kendici. On va capter d'avoir une réaction en attendant l'arrivée de Kylian Mbappé. Déjà, vous allez vous présenter, monsieur, vous êtes en direct sur Dash TV News. Dites-nous comment vous vous sentez en attendant l'arrivée du champion du monde 2018. Écoutez, c'est comme tout le monde, hein, c'est l'euphorie. L'occasion nous est donnée de rencontrer notre meilleur joueur depuis de très longues années. Donc voilà, on est là, on est très content de sa venue. Donc voilà. Je me rends compte que l'association PSG 237 de la ville de Douala. Exactement, oui, nous sommes le fan club officiel PSG 237 Douala. Nous sommes représentés ici avec tous les membres que vous pouvez voir. Le bureau également. Je suis M. Nitedem Christian, le vice-président. Donc voilà. Donc, voilà, PSG 237. Bon, la dernière question que je peux vous poser, qu'est-ce qui a été prévu dans l'organisation du PSG 237 dans le cadre de l'arrivée de Kylian Mbappé à Douala? Écoutez, vous savez, on a essayé déjà de rencontrer, de discuter avec le club, qui nous a bien sûr informé que le déplacement était personnel, donc il ne pouvait pas véritablement imposer une réception particulière du PSG 237 par Kylian. Donc on a pris l'initiative de venir rencontrer les autorités traditionnelles de Bonandale qui nous ont réservé ce carré. Donc là, on espère avoir 5 petites minutes avec Kylian parce qu'on a un petit cadeau pour lui qu'on aimerait lui rendre. Voilà. Merci beaucoup. C'est donc le PSG 237, cette association des supporters basée dans la ville de Douala qui attend également le Kylian Mbappé, l'international français. Peut-être on va retrouver Durel Batinga pour la suite du direct. Thank you very much, Jires Ngepchang. As we're talking about a massive deployment of the population here at the École Publique de Bonandale, who have now turned out massively to witness first-hand information and see this Paris Saint-Germain superstar and the captain of the French national team live and direct here at the newly constructed École Publique de Bonandale. We're going to get a couple of reactions from the population here present to find out why they are here. Voilà, c'était quelques temps forts, quelques clichés à l'école publique de Bonandale avant l'arrivée de Kylian Mbappé. Et je vous avoue que lorsque le capitaine de l'équipe de France est arrivé, c'était la débandade totale à l'extérieur de cet établissement scolaire. Mais finalement, tout s'est passé normalement, aucun danger. Kylian Mbappé est arrivé, il est reparti. Et tous les habitants de Bonandale étaient également contents pour avoir aperçu dans le village un international français, footballeur professionnel de cette dimension. Je retrouve notre prochain invité qui vient de faire son entrée sur ce plateau, Georges Bimbe, journaliste à Radios.info, rédacteur en chef de cette chaîne de radio. Bonsoir Georges Bimbe. Bonsoir Jires Ngepchang, bonsoir à tous les téléspectateurs de Dash. Déjà, toutes mes excuses pour ce retard qui ne dépendait pas de ma volonté. Je suis très heureux d'être là et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. J'espère que ce retard n'est pas dû à
à l'arrivée de Kylian Mbappé à Douala? Non. Parce que la ville était complètement paralysée. Non, ça va. Kylian, il est parti. Généralement, à Douala, il y a les embouchons, que Kylian Mbappé soit là ou pas. Je pense que c'est à ce niveau qu'il va falloir qu'on fasse un peu plus d'efforts. Alors, Georges Bimbe, journaliste de sport, commentateur de match, vous avez commenté plusieurs matchs dans lesquels était impliqué Kylian Mbappé. Je me souviens encore de son triplé inscrit en finale de Coupe du Monde face à l'Argentine. Dites-nous, Georges Bimbe, en tant que reporter, quelle est l'appréciation que vous pourrez faire ce matin avec un peu de recul sur le séjour de Kylian Mbappé au Cameroun? Bon, déjà, je pense que c'est une bonne chose, parce que j'avais vu un débat qui tendait à se mettre sur pied sur les réseaux sociaux. Il y en a qui... Après, c'est la liberté de parole. Moi, je respecte, mais je ne partage pas. On a donné le sentiment que c'est une visite qui divise. Il n'y a pas de quoi avoir un certain plaisir de voir un joueur qui a certes des origines camerounaises, mais qui n'a pas la nationalité ou qui ne défend pas les couleurs de l'équipe du Cameroun, et avoir toute cette ferveur autour de lui. Donc moi, je pense que c'est totalement absurde. Il faut bien qu'on comprenne ce qui... Je pense qu'il y a des populations à Bouna-Ndalé, il y a des populations à Bouna-Sama, qui... c'est bien que vous ayez utilisé le mot recul. Je pense qu'avec le recul, d'ici quelques années, ils comprendront ce qu'ils viennent de vivre. Je pense que sous le coup de l'émotion, il y en a peut-être qui ne mesurent pas. On parle de l'un des meilleurs joueurs, sur les 5 meilleurs joueurs au monde, je pense qu'il en fait partie, qui est arrivé au Cameroun, qui est arrivé à Douala, qui est passé par l'embarcadère qui permet de rallier Douala de Djibale, qui a porté une tenue traditionnelle camerounaise. Je pense que c'est quelque chose d'énorme et j'ai le sentiment qu'on ne mesure pas. C'est exceptionnel ce qu'on a vécu. Moi, ce que j'ai davantage trouvé intéressant, c'est son attitude. J'ai eu le sentiment, alors c'est une personnalité publique, évidemment, ce type de contexte il maîtrise, mais il m'a donné le sentiment d'un joueur qui avait envie d'aller au contact des Camerounais, au-delà du discours que nous avons tous entendu. Ouais. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Je veux dire, quand vous empruntez la route qui mène vers l'école primaire où il était à Bouna-Ndalé, c'est une route pleine de boue, entre guillemets. Il est venu toucher du doigt la réalité camerounaise. Je trouve ça intéressant. Maintenant, je pense que pour une ville comme une île, comme Djibale, c'est une visite qui peut avoir énormément de perspectives. Après, il y a d'autres acteurs qui doivent entrer dans le jeu et qui ne sont pas forcément des sportifs, qui doivent être en mesure de voir comment rentabiliser autour de ce type d'événements. Voilà. Ouais. Et pour moi, c'est ça qui peut être important. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'il y ait juste eu la visite de Kylian et puis rien. Il faudrait qu'il y ait eu la visite de Kylian Mbappé. Le monde s'est braqué sur le Cameroun, a eu ses yeux braqués sur le Cameroun. Et il faudrait trouver le moyen de capitaliser, ce d'autant plus que parmi les membres de sa famille, en l'occurrence son grand-père, c'est quelqu'un qui y va régulièrement. Donc il est fort probable qu'avec un peu d'ingéniosité, que ce ne soit pas la première ou la dernière visite, mais que sur le plan économique ou sur le plan touristique, qu'on arrive à capitaliser d'une telle présence dans une localité comme celle-là. Jonathan Bapidi, comment les académies de football au Cameroun peuvent capitaliser également sur le séjour de Kylian Mbappé pour essayer, pourquoi pas, d'influencer sur le plan positif certaines carrières des jeunes footballeurs que vous avez en main actuellement? Non, moi, je ne sais pas si je suis redondant, je ne sais pas si je dis la même chose, mais je pense que à la fin de la journée, à la fin de la journée, un enfant qui voit Mbappé, parce qu'il n'y a pas plus amoureux de Mbappé que ses enfants. Parce que les parents, ils ont quand même eu la chance de voir Pelé, Maradona, Zico, tout le reste. Mais il y a des enfants que nous encadrons maintenant. C'est des enfants qui n'ont que vu peut-être à la limite Ronaldo, Messi. Donc Mbappé, c'est leur époque. Donc un enfant qui veut jouer au football, qui voit Mbappé venir dans la boue, et on lui dit que quand il sort de là, il est intouchable. Quand il est au stade, gars, tu te dis, mais ça veut dire que c'est possible. Donc moi, je ne sais pas, tu étais à la conférence, je ne faisais que parler de Mbappé en fait. Je faisais que de dire que je dois former les Mbappé. Il faut qu'il y ait des Mbappé, il faut qu'il y ait des Mbappé. Ça veut dire que même seulement sa présence, moi en tant que promoteur, il m'a je veux dire quoi, il m'a obnubilé, quoi. Je n'arrêtais pas de parler de lui. Donc je suppose qu'un enfant aussi, quand il rentre à la maison, il n'arrête pas de dire à son père que je vais être comme Mbappé. Il ne va pas aller chercher loin.
je veux être comme Mbappé, je veux être comme Mbappé. Et maintenant, pour les parents qui vont croire que c'est possible pour leurs enfants et pour les enfants qui vont croire que c'est possible, je pense qu'on va commencer à mener le combat facilement. Par contre, c'est difficile pour dire à un enfant que tu vas devenir comme le gars que tu vois à la télé. Tu vois un peu. Il a l'impression que, comme le tonton disait, peut-être qu'il n'existe même pas, peut-être qu'il n'est même pas humain, parce qu'il y a des enfants qui parfois ils touchent comme ça, après ils mettent les mains sur la tête. Donc, oui. donc en réalité, c'est. En fait, si on leur avait donné la possibilité de toucher Mbappé, c'est que quelqu'un va toucher, il met la main sur la tête, que donc en fait il a la chair. Donc je me dis que c'est une source de motivation pour les enfants. Et voilà, nous on va essayer d'orienter notre discours vers la possibilité d'arriver au bout. Si tu commences comme Mbappé, il a 23 ans, il est champion du monde, il est meilleur, il est buteur, il est encore en liste même pour peut-être un ballon d'or. Donc, si tu as 10 ans, 12 ans aujourd'hui, à 17 ans, tu peux être comme Mbappé. Donc, ça fait qu'il est notre modèle vivant et on va tout faire pour qu'on essaye de le bourrer déjà. Tu sais que mon académie est un peu centrée sur le modèle Paris Saint-Germain. Donc, nous, je dis, ce n'est qu'un tremplin, quoi. Et peut-être je vais être redondant ou alors je vais poser une question assez banale, mais pourquoi la référence dans la formation des footballeurs au Cameroun, la formation des jeunes footballeurs est toujours autour de Mbappé? C'est pas de référence. À chaque fois, il y a toujours le nom de Mbappé. C'est pas seulement Relève Football Academy, c'est le cas de plusieurs académies ici au Cameroun. En fait, c'est parce que je pense que tu sais que déjà, on a des mémoires assez courtes déjà. C'est d'abord ça la réalité du football, c'est qu'on oublie vite. Quand on ne dit pas Samuel Eto'o, c'est parce qu'en réalité, un enfant, tu vas lui parler de Samuel Eto'o, il peut ne pas faire le lien. Oui. Tu vois un peu. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe de mieux actuellement, comme il disait, c'est Mbappé. Tu ne vas pas aller chercher. Et surtout que c'est un Camerounais, qu'on nous dise qu'il est de nationalité ou bien d'origine. Nous, on n'est pas trop dans ça. Nous, on est qu'il était chez lui au village, il a porté le tissu et tout ça. S'il était... On pouvait faire ça seulement dans les besoins de protocole, mais ça n'aurait pas eu son plein sens. Comme on sait qu'il est de Ndjébale, ça veut dire qu'il vient même de plus loin que peut-être toi, ou bien moi, qui suis même de Douala, ou bien qui de Yaoundé. Lui, il vient même du fond du village. Et il y a de quoi croire que c'est possible. C'est vrai que, juste en quelques secondes, je pense aussi que c'est lié au matraquage médiatique. Je pense que nous, on est beaucoup trop... Il y a une hyper-exposition à ce qui vient médiatiquement parlant de l'étranger. Et aujourd'hui, la tête de gondole de la France, c'est Mbappé qui en est le capitaine de l'équipe de France. Donc, il est non seulement le capitaine de l'équipe de France, mais il est l'atout majeur de l'attaque de l'un des meilleurs clubs de France. Du coup, on est hyper exposé. Maintenant, je pense aussi que c'est à nous, les hommes de médias, d'en faire autant également pour ceux qui sont comme Mbappé, mais qui ont joué pour l'équipe nationale du Cameroun, parce que la trajectoire qui davantage nous intéresserait, sans faire injure à la carrière de Mbappé qui est exceptionnelle, c'est d'avoir un Camerounais demain, dans 5-10 ans, du niveau de Kylian Mbappé, mais qui joue pour l'équipe nationale du Cameroun, tel un Samuel Eto'o. Si ça a été possible pour lui, Samuel Eto'o, ça sera possible probablement pour d'autres jeunes de 5 ans. Donc c'est nous qui devons faire ce travail de mémoire, c'est nous qui devons davantage matraquer également médiatiquement autour des nôtres, parce que oui, Mbappé a cette particularité d'avoir cette diversité culturelle, c'est donc entre guillemets un enfant du monde, mais la vérité aujourd'hui pour les conservateurs, ça serait d'avoir un modèle Team Mbappé dans son ensemble, mais avec la particularité de jouer pour les Lions indomptables. Ouais, comme Samuel Eto'o, comme Patrick Boma ou alors Désiré Diop, ils sont très nombreux. On va écouter encore un autre élément. Cette fois-ci, nous avons donné la parole à un enfant de Bonandale, parce qu'ils sont très nombreux qui se sont posé la question pourquoi Kylian Mbappé a décidé de réhabiliter les corps publics de Bonandale, pourtant il est issu de Djébale. Alors, on va écouter Arnold Richard Damin, c'est un habitant de Bonandale, qui nous explique concrètement les motivations de Kylian Mbappé dans la réhabilitation de cette école publique. Voilà, vous allez la première question, pourquoi la descente de Kylian Mbappé ici à Bonandale, l'école publique, c'est lui qui a réhabilité pourquoi? Oui, la descente, premièrement, la population de Bonamatumbe, Sodiko, Bonendale, Ndobo est très content de cette descente. Parce que les villages cités, nous formons un seul village de Bonendale qui constitue ces 4 chefferies. Alors ici, la descente de Kylian Mbappé à Bonendale, c'est vraiment une très grande joie pour nous. Et nous remercions particulièrement son père, parce que j'ai l'impression que c'est lui qui a donné cette initiative.
à partir du moment où son père de Djebale, et à l'époque, il n'y avait pas encore l'école principale. On commençait d'abord par l'école missionnaire avant d'aller à l'école publique. Et c'est ici, au village de Bonindale, que son père a vécu ses premiers moments. Il a appris à écrire. Alors si aujourd'hui, pour renouveler cette image, Kylian Mbappé, aujourd'hui ici, nous sommes contents. Puisque son père, partant de Djebale à Pirogue, le lundi, il passait toute la semaine ici à fréquenter à Bonindale. Et il rentrait le soir de vendredi à Djebale. Aujourd'hui, voyons donc son père qui, à son tour, fait un enfant comme lui. Il choisit le village de Bonindale et nous sommes très contents. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, je suis Ndamerisha Arnold, un enfant de Bonindale. Nous vous remercions. Damerisha, un enfant de Bonindale qui se réjouissait de cette œuvre de Kylian Mbappé. Président Benoît Stéphane Mabé, dans tous les cas, le séjour de Kylian Mbappé au Cameroun, ils sont très nombreux qui sont satisfaits de son arrivée au pays des Lions indomptables. Oui, oui, bien entendu. Je crois qu'on l'a suffisamment dit déjà. Sa venue au Cameroun a été pluridimensionnelle, en fait. Moi, je pense même que Kylian Mbappé est arrivé au Cameroun plus comme un footballeur, en fait. Il est au-delà de l'aspect footballeur, tout simplement. Comme un chef d'État. C'était pas... Quand vous voyez un footballeur qui est reçu par un Premier ministre, par des ministres, et qui parle de toute autre chose que de football, on ne parle plus d'un footballeur à ce moment-là. Donc, c'est ça la différence. Pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure au sujet des modèles qui manquaient de plus en plus. On a des jeunes joueurs aujourd'hui qui ont à peu près l'âge de Kylian Mbappé. On va en citer quelques-uns. On va parler de Zamboanguissa aujourd'hui qui est champion d'Italie. On pourrait parler de lui. Mais comme je l'ai dit en prélude, le problème avec le cas Mbappé est un cas particulier dans la mesure où Mbappé, il y a un mythe en fait. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la leçon que je retiens, c'est que le mythe est tombé. Le mythe, c'est qu'on a un joueur de cette trempe-là qui est champion du monde, qui est champion à plusieurs reprises avec l'équipe de... Champion même depuis 18 ans. Hein. Oui, il a été champion de France avec le PSG, avec Monaco même déjà. Oui. Et qui est d'origine camerounaise, qui arrive chez nous et qui est reçu comme un chef d'État. Et alors que pendant ce temps, ses égaux, entre guillemets, sont en train de jouer la Bundesliga à Lonkak à Yaoundé. C'est deux trajectoires bien différentes. Totalement différentes. Totalement différentes. Alors qu'on aurait pu puiser effectivement nos sources également de motivation pour les jeunes d'aujourd'hui sur des cas comme les Zamboanguissa qui sont formés au Cameroun, jouent avec l'équipe nationale du Cameroun et qui ont également des statuts en Europe qui ne sont pas des statuts à négliger. Donc... Et pendant ce temps, Georges Bimbe, je signale que Kylian Mbappé agite autant pour moi cette période en Europe, marquée par le mercato d'été, puisqu'il y a toujours une interrogation. Est-ce qu'il partira ou pas du Paris Saint-Germain quand le Real Madrid, de son côté, est très intéressé par le dossier Kylian Mbappé? Non, mais moi, je pense que l'histoire, il dit là, entre Mbappé et Paris Saint-Germain, s'est achevée la saison dernière lors de l'élimination en Ligue des Champions. Je pense que là, il a directement compris qu'une fois de plus, il est passé pour une pipe et que, évidemment, c'est pas le club qui l'amènera à prendre la dimension que lui il a envie d'atteindre aujourd'hui. Parce qu'il y a eu 2 erreurs de management. La première erreur de management, c'est sur le plan contractuel. Le fait aujourd'hui de le mettre en position de force face au club. Parce que évidemment, il est intelligent, Mbappé. Il sait très bien que s'il termine cette saison, il part libre, il touche une grosse prime à la signature. Et ça permet aussi d'amener les Qataris qui, lui... Parce que c'est pour entamer la deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est qu'on ne met jamais un club au-dessus d'une institution. Et c'est les mêmes erreurs qu'on est en train de commettre au Cameroun. Et je me bats tous les jours quand je peux pour refuser qu'on fasse cette erreur. C'est-à-dire, il ne faut jamais mettre sur pied en football la République des joueurs. Il faut toujours rappeler aux jeunes joueurs, c'est bien qu'on ait quelqu'un qui travaille avec les jeunes, qu'il y a l'institution, il y a le président, il y a le coach. Tout grand joueur que tu es, tu as évidemment un statut de cadre dans le vestiaire, mais ça ne doit jamais aller plus loin que ça. Lorsque le Paris Saint-Germain
se substitue au FC Mbappé, on en arrive à la situation dans laquelle le PSG est aujourd'hui. Il partira parce que de toutes les façons, il n'a pas envie de rester là. Mais ce qu'il fait actuellement, je suis désolé, il embête. Il a le sentiment qu'on lui a dit, aujourd'hui c'est toi le boss, tu nous dis qui tu veux, on te le fait signer. L'année dernière, on lui a donné en partie ce qu'il voulait, mais on ne lui a pas donné la totalité de ce qu'il voulait. Il a le sentiment qu'on le lui a un peu fait à l'envers. Donc aujourd'hui, il décide de faire la même chose. En réalité, on sait que beaucoup de choses se sont déjà passées avec le Real de Madrid. Il aurait pu partir là, c'est-à-dire il aurait pu vouloir partir. Mais il ne veut pas partir, tout simplement parce qu'il sait que s'il décide de vouloir partir officiellement, le PSG, sur le plan du chèque, va avoir quelque chose d'intéressant. Donc ce que lui, il veut faire, c'est d'accord, vous m'avez pris pour je ne sais quoi, je vais vous montrer cette fois-ci que je suis quelqu'un d'intelligent, je vais donc aller au bout de mon contrat, parce que vous ne pouvez rien faire, vous n'avez rien à faire. Enfin, c'est évident, ils ne peuvent rien, évidemment. Je peux comprendre qu'ils ne sont pas présents. Si vous étiez d'accord, je pense que pour moi, je ferais plus l'émission. Aujourd'hui, il va emmerder les dirigeants, et du coup, il va aller jusqu'à la fin, parce qu'il sait très bien que s'il va jusqu'à la fin, le PSG n'aura rien. Et il ira libre. Mais ça, c'est le problème plus du PSG. Moi, mon sentiment aujourd'hui, pour conclure, c'est qu'il y a une personne qui est en position de force sur ce dossier, c'est Mbappé. Ce n'est jamais le PSG, ce n'est jamais sa direction, c'est lui. Et à partir du moment où lui, il a dit « je vais jusqu'au bout de mon contrat », vous ne pouvez absolument rien faire. Ils ne peuvent même pas le mettre sur le banc ou l'exclure de l'équipe, tout simplement parce que ça aurait été plus facile avec Zaïm Emery, un jeune peut-être comme ça, comme ils l'ont fait avec Rabiot. Mais aujourd'hui, Mbappé a une dimension planétaire. Son nom résonne au-delà du projet qatari du PSG. Et donc, à tous les niveaux, aujourd'hui, il est en position de force. Tout à fait. Par contre, les Français, je pense qu'ils devraient bien arrêter. Ils peuvent gagner à être fair play. Je veux dire, c'est quoi ce sondage qui tombe quelques heures seulement après sa visite au Cameroun, comme quoi sa cote de popularité baisse. Décidément, je veux dire, avec eux, on ne va jamais sortir de voilà, là, c'est campagne de déstabilisation. Eux qui ont toujours été avec leur capitaine, médiatiquement, aujourd'hui, curieusement, ils sont entrés dans le principe, parce que les Qataris sont entrés dans une offensive communicationnelle qui vise à salir son image, à le montrer comme le méchant garçon qui nous avait toujours dit que même quand il partira, le club va avoir quelque chose, qui veut partir aujourd'hui libre, et donc travailler dans le sens de, de démystifier tout l'amour que les Français avaient de son. Et moi, quand je vois les médias aujourd'hui français entrer dans ce jeu-là, ça m'étonne quand même. Il faut aussi comprendre que pour le Paris Saint-Germain, il n'est pas question de laisser partir Kylian Mbappé libre, parce que là, ce sera vraiment du gâchis. Président, dites-nous, comment se dessine la bataille de Mbappé au PSG, d'après vous? Contrairement à ce que mon voisin, évidemment, vous êtes des voisins, mon voisin tendait à dire, le club aujourd'hui a encore la main sur le cas Kylian Mbappé. D'ailleurs, je pense que oui. Moi, je ne vais pas entrer dans des spéculations, parce qu'on spécule énormément sur ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit. La vérité aujourd'hui, c'est qu'il reste à Kylian une année de contrat avec une année optionnelle. C'est vrai qu'à la base, ce n'est pas la communication que le club avait fait. Donc je pense qu'à ce moment-là, Kylian a eu un peu a eu du nez sur cette affaire. Parce qu'à la base, on vend au club, le club vend l'idée qu'il a signé 3 ans. Mais en fait, c'est 2 plus 1. C'est 2. Non, c'est 2 et éventuellement 1. Non, oui, c'est 2 plus 1. Le plus 1, c'est l'option que lui peut lever au salaire qui décide. Donc, exactement. Et là, éventuellement, plus 1 n'existe plus dans la mesure où lui, il a dit concrètement qu'il ne lève pas. Mais par contre, là, on sait qu'il avait dit qu'il ne partira pas libre. Mais par contre, oui, exactement, parce que là, il restons sur la parole donnée. Parce qu'il y a aussi ça. Le football, c'est un business. À un moment donné, c'est entre des parties, on discute et on tombe d'accord. Donc, le 2 plus 1 a été fait parce que derrière, il avait dit, OK, même s'il arrive que le Real se pointe demain, je partirai, mais en vous laissant un peu d'argent. Pas partir libre. Vous voyez? Après, ça peut aussi être du business. Mais non, je pense qu'on est aujourd'hui face à un rapport de force, en fait. Je pense qu'un rapport de force dans le sens où Mbappé, par rapport à l'année dernière, où effectivement, il a eu l'impression que
le club n'a pas rempli en fait les obligations qui étaient les siennes concernant leur deal, aujourd'hui, ils veulent leur donner un coup de pression en leur disant « Ok, si on repart sur les mêmes bases, moi, je ne reste pas. » Parce qu'il faut se dire... C'est notre lecture. Il faut se dire une chose aussi, hein, parce qu'on en parle beaucoup au Real et tout le reste, mais je lisais récemment encore sur les réseaux sociaux un ancien du Real, notamment un ancien adjoint du Real, qui disait qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Aujourd'hui, le Real, financièrement, n'a pas la capacité d'accueillir Mbappé. Contrairement au pas PSG. aujourd'hui, mais à la fin de Mbappé son contrat, c'est possible. Mbappé aujourd'hui coûte 70 millions d'euros par an au PSG. Pas aujourd'hui, mais à la fin que de c'est son le seul contrat. club capable de nous payer. Aujourd'hui, peut-être pas le seul, mais si le président Nasser, qui a donné à Mbappé un ultimatum de 15 jours pour qu'il se décide, finit par accepter de le mettre sur le marché, c'est pas le Real qui aura la primeur. Parce que le Real n'a pas les sous pour ça. Par contre, il y a d'autres clubs qui peuvent financer cette acquisition. Oui, mais... ça c'est une variable qu'il faut prendre en compte. Sauf que le joueur, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veux rester. Et c'est pas un hasard qu'il dise qu'il veut rester. Je veux dire que, élément pour élément, le joueur, il dit quoi? Il dit, moi, je partirai pas. Il a dit, c'est pas les réseaux sociaux, on l'a entendu quand il est avec l'équipe de France, il a dit je partirai pas, j'ai une saison encore de contrat et j'irai au terme de mon contrat, tout simplement de mon point de vue, parce qu'il sait que aujourd'hui financièrement avec le Real, dans ces conditions, c'est pas possible et c'est pour ça que lui il a envie évidemment d'aller jusqu'à la fin, parce qu'à partir de ce moment, le Real n'aura lui rien à verser au Paris Saint-Germain et après on peut toujours s'entendre sur la question de salaire, même si c'est le dossier Kylian Mbappé. La prime à la signature, c'est pas gratuit. C'est vrai que les deux autres ont beaucoup parlé. Vous, dans la peau d'un promoteur d'une académie de football, comme Relais Football Academy, quel serait aujourd'hui le meilleur choix de Kylian Mbappé? Bon, je pense que là, je vais toucher un peu la fibre sanguine. Moi, je rêve de beaucoup de choses pour Mbappé, pour le simple fait qu'il soit camerounais, parce que c'est un peu comme une revanche. On sait la carrière que Samuel Eto'o a eue et on est resté dessus avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Que ce soit Mbappé français, mais d'origine camerounaise, s'il peut atteindre les cimes, c'est mieux. Et moi, je sais, même le supporter de PSG sait que il n'y a pas grand-chose à l'horizon pour Mbappé au Paris Saint-Germain en termes de développement personnel, comme on peut dire dans le... Je sais pas. Il a essayé une fois, deux fois, trois fois. Je pense qu'il est convaincu, un peu comme ce que Georges disait, il est convaincu que le PSG, ça ne va pas donner. Maintenant, est-ce qu'il faut aller sur les nouvelles bases avec d'autres choses pour tenter encore cette année? Oui, il est prêt à le faire. Mais en réalité, il se projette vers le Real. Le Real aussi, comme il disait, ça reste une institution. Ça ne court pas derrière un joueur. Ils savent ce qu'ils peuvent apporter comme joueur, parce qu'ils ont apporté ça à d'autres personnes. Et maintenant, toi, tu veux aspirer à ces choses. Ils savent que tu ne vas pas galérer au Real. Ils savent que tu auras ce que tu dois avoir, mais ils ne vont pas faire les enchères de 515 millions, tout ça. Donc, il y a ce côté projet personnel de Mbappé sur la main droite. Il y a maintenant le PSG qui lui casse la tête. Et avec tout ça et tout ça, si le PSG arrivait à dire OK, moi, je pense que le PSG doit même comprendre que Mbappé, s'il aime aussi en tant que Français, les Français, tout comme ils ont célébré le fait que Mbappé ait dit « je reste à Paris », il faudrait qu'il aide Mbappé à atteindre des objectifs en tant que Français. C'est-à-dire un ballon d'or, 2 ballons d'or, 3 ballons d'or. Et pour que ça arrive, il faut que ça soit le Real. Ouais. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un collectif des Français, tout comme ils ont souhaité qu'il soit l'année passée, qu'ils l'amènent à aller vers le Real. Parce que le Real, c'est cela. Paris Saint-Germain, je ne vois pas comment on va arriver à avoir un ballon d'or avec Mbappé, tout ça, quand on va sortir en 8e de finale, quand on va être éliminé par Sochaux, avec des trucs comme ça. C'est quand même assez compliqué. Bah, pour moi, Mbappé doit être le ballon d'or 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et pour que ça le fasse, il faut qu'il y ait du Real. Maintenant, comment ça va se passer? Je pense que c'est le Paris Saint-Germain qui peut me le faciliter ça. Parce qu'il y a déjà, je veux dire, il y a un fin de cycle au PSG qui n'a même pas commencé. Donc ça ne sert à rien d'insister. C'est surtout que là, à travers les transferts, tu comprends très bien qu'ils sont en train d'entrer dans un nouveau. Voilà. Mais non, moi je pense vraiment pour les supporters parisiens, je peux comprendre parfaitement que ce soit une situation d'angoisse. Après, je pense que le souci ici, au fond, je pense qu'il est plus profond, c'est que je sens en tant que journaliste sportif qu'il y a une cassure, il y a une véritable crise de confiance désormais entre Mbappé et le Qatar. Et je pense que c'est ça qui est, je vais dire, déterminant dans ce dossier. La posture que le clan Mbappé utilise aujourd'hui montre à quel point la cassure, elle est là, elle est profonde. Parce que pour que Nasser en soit à la limite en train de lui dire t'avais jamais promis
que tu avais toujours promis que tu vas partir en laissant des sous au club, cela veut dire que le principe même de départ est acté dans l'esprit des Qataris. Maintenant, l'objectif, c'est évidemment de se dire, ah d'accord, si tu veux partir, tu pars, mais tu aides quand même le club à avoir quelque chose avant de partir. Et c'est là où ça va devenir compliqué, parce que je ne suis pas sûr que dans l'esprit du clan Mbappé, ils sont aujourd'hui, contrairement à il y a de cela quelques temps, où il était prêt à partir pour le Real, et à permettre qu'il y ait des sous qui rentrent. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, l'état d'esprit du camp Mbappé va dans le sens de permettre que le PSG ait même un petit copec dans ce qui se passe. D'où cet ultimatum de Nasser, qui voit bien venir les choses et qui, évidemment, pour les intérêts du Paris Saint-Germain, serait prêt à tout ce qui est possible pour que, ok mon coco, tu veux partir, tu pars, il n'y a pas de souci, merci pour les bons et loyaux services, mais avec tout cet investissement qu'on a mis sur toi, je veux dire, on roule sur du pétrole, c'est pas grave, mais il faut bien, avec les exigences du fair play financier, qu'on puisse avoir quelque chose. Est-ce que cette intervention vous convient, président Mabé? Non, ça va pas. Jamais, c'est pas possible. Si le dit n'est plus supporté par Indien, en fait, la vérité est la suivante. Hein. Beaucoup de supporters, peut-être pas la totalité, beaucoup de supporters aujourd'hui sont prêts à passer l'éponge. Genre, ok, Mbappé, on a toujours su en fait au PSG qu'on ne garderait pas Mbappé indéfiniment. Ça, c'est même pas négociable. On le savait déjà, on a toujours su. Maintenant, la façon avec laquelle il va partir dépendra maintenant de beaucoup de choses. Parce qu'en réalité, contrairement à ce que mon voisin disait, ce n'est pas une cassure avec le Qatar. C'est une cassure avec le board du club. Parce qu'aujourd'hui, en fait, Mbappé reproche beaucoup de choses dans le management au quotidien du club. Vous savez, Tapi disait un truc, paix à son âme, que pour qu'un club devienne un grand club, il faudrait que ça transpire football à tous les étages. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'au PSG, ça ne transpire pas football à tous les étages. Et ça, Mbappé le relève. Et dans ce bras de fer qu'il y a aujourd'hui, vous ne soyez pas surpris que Mbappé finalement est la tête des dirigeants. C'est possible. Encore qu'il lui reste seulement une année, plus une année en option, comme vous l'avez dit. Voilà qui met un thème à cette première partie. Nous sommes revenus sur le séjour de Kylian Mbappé au Cameroun. On va remercier le président Benoît Stéphane Mabé de l'association PSG 237, bien installé dans quelques régions du Cameroun, toutes les régions du Cameroun. 4 régions pour le moment, et bon, on est bien installé à Douala notamment. Dans tous les cas, vous avez eu l'occasion d'avoir Kylian Mbappé au Cameroun et je pense que c'est un moment fort de cette association. Historique, je l'ai dit tout à l'heure, un moment historique. Merci encore d'avoir honoré l'invitation. On va vous laisser vaquer à vos occupations. Merci encore d'être Merci beaucoup, Jérès. J'espère qu'on aura une autre occasion la prochaine fois également. Merci à Benoît Stéphane Mabé, président de l'association PSG 237 qui va nous quitter. Mais on se retrouve après la transition pour la deuxième partie de Dash Football Club. On poursuit avec une autre actualité qui nous amène à la CAN des moins de 23 ans. Je rappelle qu'on parlera de la CAN U23 et de Relais Football Academy. Ce nouveau projet dans l'univers du football jeune au Cameroun. On va s'intéresser à la CAN U23 en quelques minutes pour rappeler que l'Afrique tient enfin ses représentants pour le tournoi de football masculin dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris en 2024. La finale de cette CAN U23 a eu lieu le week-end dernier entre le Maroc et l'Égypte. Le Maroc qui est donc sacré champion à domicile en s'imposant dans le cadre de cette finale sur le score de 2-1. On aura bien sûr les images de cette finale entre les deux formations. On rappelle que l'Égypte était tenante du titre et elle a été battue par le Maroc dans le cadre de cette finale qui s'est disputée jusqu'aux prolongations. En plus du Maroc et de l'Égypte, le Mali qui avait donc remporté la médaille de bronze lors de la petite finale face à la Guinée a donc validé le 3e et dernier ticket africain pour ce tournoi de football masculin des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Georges Bimbe, je vous relance d'abord sur le projet du Cameroun, parce qu'on sait bien qu'avec cette sélection espoir camerounaise, l'objectif était Paris 2024. Une nouvelle fois, c'est un autre échec. Est-ce qu'aujourd'hui, le Cameroun ne paye pas aussi par la maladresse de son football jeune, ou alors le mauvais état de son football jeune actuellement? Non, je pense que le Cameroun paye plus de 20 ans ou plus de 30 ans d'inorganisation du football. Et je pense ailleurs, j'avais dit une fois, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est quand même un pays, ou du moins on semble être un pays, pour ceux qui sont croyants, footballistiquement, que Dieu aime beaucoup. Quand vous prenez la victoire en 2017, là je sais pas, chez des A, oui. À quel moment vous avez le sentiment que
au-delà de ce qui se passe dans le tournoi, hein, mais avant et tout, à quel moment vous avez le sentiment que cette victoire à la CAN, elle est préparée? La plupart de nos victoires n'ont pas eu de préparation. En fait, le Cameroun était passé maître dans l'art d'arriver dans une compétition de manière un peu désordonnée et puis de vous faire, de faire respecter ce que c'est que le Cameroun dans le tournoi. Aujourd'hui, de ce que je vois à la fédération, les exécutifs actuels, ils ont décidé de permettre à ce que le Cameroun gagne, mais qu'on puisse voir venir ces victoires-là. Alors, je trouve que c'est ambitieux, c'est pas forcément mauvais de voir les choses comme ça, quitte à perdre à la limite maintenant. Après, je pense que c'est le choix des hommes qui fera la différence. C'est ce qu'on structure en bas qui fera la différence. Mais le problème, c'est que notre football part tellement de loin en termes de décrépitude que, sincèrement, il faudra du temps. Vous parlez tout à l'heure du football jeune. Mais pour ceux qui connaissent un peu l'environnement de notre football camerounais, on a le promoteur de relève qui connaît très bien l'environnement. La plupart des gens qui sont soit au sommet, oui, soit en bas là, avec les jeunes, si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que c'est à peu près les mêmes noms depuis 5, 10, 15, 20 ans. Ils sont là. Et c'est des gens qui ont déjà mis sur pied certains systèmes, qui sont des systèmes, parce que n'oublions pas dans quel pays on vit. Hein, on vit dans un pays où socio-économiquement, c'est pas évident d'avoir un véhicule, pour ne prendre que ce cas-là. Donc, ils ont mis sur pied des choses sur des années qu'aujourd'hui, c'est pas avec une baguette magique que quelqu'un va arriver et essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Évidemment, il faudra du temps. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous évoquiez la contre-performance, et vous avez parlé d'échec, moi j'ai préféré parler contre-performance parce que celui qui dirige l'équipe actuellement, il est arrivé à la tête de cette équipe, je crois qu'il n'a même pas encore 2 ans. 1 an et demi. Voilà. Donc, évidemment, il a besoin d'un temps d'adaptation parce que c'est la particularité dans le football. Il faut toujours un temps d'adaptation. Vous avez des génies, c'est vrai. Après plus d'1 an, il faut toujours un temps d'adaptation. Oui, enfin, il faut un temps d'adaptation parce que ce n'est pas un club. Ce n'est pas la gestion d'un club. La gestion d'une sélection, c'est à travers des regroupements. Okay. Ce n'est pas la gestion permanente. Après, je pense que ça doit aller plus vite. Après, je pense qu'à la fédération, ils doivent être beaucoup plus pointilleux sur le choix des hommes. Et l'avantage qu'ils ont, c'est d'avoir à la tête de la fédération quelqu'un qui est très rigoureux. Maintenant, le problème peut-être, c'est qu'il est rigoureux, mais il ne gère pas juste 4, 5, 6 salles où il y a des gens. Il gère des gens qui sont en même temps dans les régions et dans différents endroits. Et il faudrait que tout ce beau monde-là puisse prendre et comprendre la dynamique qu'il veut mettre sur pied. Évidemment, ça demandera du temps. Si on est un peu plus lucide, on va comprendre que ça va demander du temps au-delà de tout ce qu'on entend à gauche et à droite sur les réseaux sociaux. Jonathan, avant de revenir sur les 3 représentants africains pour les JO, est-ce que l'échec du Cameroun dans le projet Paris 2024 revient uniquement à la Fédération camerounaise de football? Bon, mais moi, déjà, le football, il doit avoir des qualifiés, il doit avoir des retenues, il doit avoir des victoires, il doit avoir des échecs. Donc, il y a des années, c'est vrai que ça commence à aller un peu dans beaucoup de souvenirs pour se retrouver la dernière fois qu'on a été qualifié dans des tournois et tout ça. Mais sinon, lorsqu'il y a échec, il faut toujours regarder qui est le responsable, c'est-à-dire qui est en charge du football, pas parce qu'ils ne font pas bien, pas parce qu'ils ne font pas, mais c'est parce que c'est la responsabilité de nous apporter les victoires. Maintenant, si après, l'explication c'est qu'il y a une refondation, il y a des choses qui se passent, on a dit ça fait 1 année, tu as dit ça fait trop, lui te dit que bon voilà, pour une vraie refondation, parce que si après 2 ans, 3 ans, on a un football jeune qui nous apporte les victoires en mode de U15, U17, U23. On va se dire, voilà, il va falloir peut-être ces 2 ans, ces 3 ans. Mais non, comme on n'a pas la garantie que ce qui se passe actuellement va nous permettre d'avoir les résultats dans 2 ans, dans 3 ans, c'est là où c'est inquiétant. Mais si on s'appuie sur la rigueur de celui qui gère et on est sûr qu'il y a des gens qui sont à leur place et qu'il y a du vrai travail et que sur le chemin, il y a des échecs ou il y a des contre-performances,
on va se dire, voilà, on ne peut rien espérer et attendre. Donc voilà, Paris 2024, c'était vraiment dans un coin de la tête, il fallait qu'on y soit. C'est un peu comme la Côte d'Ivoire, la CAN qui arrive pour les seniors, tout le monde veut y être. Maintenant, si on n'est pas là, voilà, c'est un échec. Ça sera un autre échec. Donc voilà, nous on se dit, s'il y a un travail, parce que nous on n'est pas avec les sélectionneurs, avec ces fonds de ces fédérations, pour voir qu'est-ce qui est en train de se faire pour nous garantir les résultats dans les 2 prochaines années, c'est qui sera bien. Mais si après 1 an, 2 ans, rien n'est vraiment fait, là, le questionnement doit vraiment s'imposer. Mais 1 année, 1 année et demie, bon. Puisque tout dépend de là où on a commencé. Parce que si on était vraiment dans l'état dont tu essaies de décrire 1 année, on ne va pas s'attendre à ce qu'il y ait une boule de cristal qui change tout. Je pense que le gros souci qu'on a chez nous, notamment avec les résultats de nos sélections, c'est que heureusement ou malheureusement, parfois même dans un état comateux, on arrive à avoir des victoires. Et ça nous a donc les gens ont pris ça comme une règle. Non, je te souviens-toi, on a gagné la CAN en 2019 chez les moins de 17 ans avec Mali. Donc les gens, ils ont pris ça au fil des années comme une règle. Et même au-delà du Cameroun, c'est-à-dire quand une équipe affrontait le Cameroun, elle n'avait pas peur parce que sur le plan local, les clubs camerounais réalisaient des choses énormes sur le plan continental, non. Mais c'est qu'il y avait ce fameux truc le Cameroun, c'est le Cameroun, il faut faire attention. Et donc, comme on a été habitué à gagner sur la base de rien, même dans un état comateux, aujourd'hui on estime qu'il faut continuer à gagner comme ça. Mais moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut continuer à gagner comme ça. Parce que moi je suis de ceux qui veulent voir une équipe du Cameroun gagner. Comme l'équipe d'Espagne en 2011, de 2008 jusqu'en 2011. C'est-à-dire une équipe qui gagne mais qui te donne des émotions, qui te donne envie de te lever de ta chaise et te dire « Waouh, c'est exceptionnel ». Pourquoi nous aussi, footballistiquement, avec l'histoire qu'on a sur notre continent, on n'a pas le droit de rêver à ce genre de choses. Mais ça, comme on dit, tu ne peux pas faire les omelettes sans casser des œufs. Il faudrait déjà qu'un enfant qui joue dans la catégorie des moins de 15 ans est effectivement moins de 15 ans. Ça, c'est des choses qu'on ne respectait pas avant. Et cette rigueur-là, aujourd'hui, est de mise. Et on se dit, quitte à perdre avec des enfants de moins de 15 ans et avoir des victoires par la suite, du moins, c'est ce discours que j'entends de la fédération. Et moi, voilà, l'amoureux du football que je suis, si c'est fait, il n'y a pas de problème. Perdez maintenant dans les catégories inférieures, il n'y a pas de souci. Mais que dans 2 ans, 3 ans, je prenne énormément du plaisir à voir un garçon que j'ai vu chez les moins de 15 devenir aujourd'hui un joueur exceptionnel. Les autres le font. Et peut-être, il faut que nous, on accepte. Je sais que c'est difficile parce que nous, on avait l'habitude de perdre même en étant déjà dans le coma. Mais il faudrait qu'on accepte de gagner, même en étant dans le coma. Il faudrait qu'on accepte d'aller dans quelque chose de différent. Et pendant ce temps, l'Afrique du Nord n'est pas dans le coma. C'est une partie de l'Afrique qui donne une leçon, pourquoi pas à l'Afrique subsaharienne, dans le cadre des compétitions de football jeune, avec justement ces images de la finale de la CAN U23 entre le Maroc et l'Égypte. C'est donc les 2 pays, plus le Mali, qui vont donc représenter l'Afrique au tournoi de football masculin des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Georges Bimbe, on a le Maroc, on a l'Égypte, on a le Mali. Est-ce qu'ici, on peut dire que l'Afrique a ses meilleurs représentants pour ce tournoi olympique? Parce qu'il ne suffit pas seulement de se qualifier, il faut au moins se faire aussi sensation dans ces campagnes. Je pense qu'il y a eu un déclic dans le football de sélection du côté du Maghreb, avec l'espoir du Maroc à la dernière Coupe du Monde. L'Algérie qui réussit à gagner une Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que, honnêtement, on le sait et on le savait à travers la Ligue des champions africaine, la Coupe de la CAF, ce qu'on sait de comment le football se développe au Maghreb, on savait qu'ils ont un temps d'avance sur nous, en termes d'infrastructure, en termes même du potentiel humain du joueur. Mais on sentait que, curieusement, quand le moment de vérité arrive, il y a soit un problème d'ordre psychologique ou mental, mais ils ne vont pas te faire ce que le Cameroun, justement, était capable de faire sur certaines situations. Et puis, c'est vrai, depuis quelques années, on a eu le sentiment qu'il y a quelque chose, il y a eu un déclic de leur côté. C'est pour ça que je prenais pour référence la victoire de l'Algérie à la CAN. C'était pas au Cameroun, c'était en Égypte. Mais également le parcours historique du Maroc récemment à la Coupe du Monde. À partir de ce moment, oui, tu peux te dire que c'est possible. Pour ces 2 nations, c'est entièrement possible parce qu'il y a déjà un précédent. Il y a quelque chose, il y a un déclic qui a déjà eu lieu. Un peu comme le déclic que le Sénégal a vécu. Enfin, concernant le Mali, voilà,
Le Mali, justement, c'est tout le contraire de ce qui se passe au Cameroun. C'est-à-dire, le Mali a toujours su, surtout en matière de football jeune, avec l'académie Jean-Marc Guillot évidemment, a toujours su réaliser de belles performances dans les catégories jeunes. Mais curieusement, lorsqu'ils arrivaient là où moi j'appelle la zone de vérité, c'est-à-dire sélection A, dans des grandes compétitions, il y a toujours eu un problème. C'est-à-dire, et c'est là, donc, c'est le contraire de ce que le Cameroun fait. C'est-à-dire, le Cameroun, vraiment, le football, là, jeune, machin, c'est... Mais dès qu'on arrivait que Cannes, on vient, on te rapporte la carte. Eux, ils ne savent pas faire ce genre de choses. C'est peut-être à leur niveau que je crains un peu que ça se passe mal. Parce que je crains que les jeunes garçons des moins de 23 ans ne puissent pas avoir la force mentale pour pouvoir gérer l'événement sur le plan émotionnel. Parce que c'est un aspect du football que beaucoup de gens négligent. Parce que beaucoup de gens restent sur l'aspect technico-tactique, mais qui pour moi est déterminant. Je veux dire que quand tu joues une finale, tu gagnes généralement la finale parce que mentalement, tu as été plus fort que ton adversaire, que par rapport au niveau réel de la qualité des joueurs. Et cette donnée-là, je pense que les Maliens, il leur manque quelque chose sur cet aspect-là. Après, c'est le football. Dans un match de football, tout peut toujours se passer. C'est vraiment le principe même du David contre Goliath et l'instant où même ce que tu penses imaginable peut devenir réel. Jonathan, il parlait justement de l'aspect émotionnel qu'il faut inculquer également à ces jeunes footballeurs pour des compétitions de haut niveau comme les Jeux Olympiques. Est-ce que dans le cadre de la préparation de ces événements, les différentes équipes ne se préoccupent pas même de ces préparateurs psychologiques pour travailler également le mental de ces gamins? Oui, je pense que forcément qu'ils travaillent dessus, mais je sais qu'il y a un discours parfois qui n'est pas... Il y a des discours qui sont à but, en fait, qui manquent d'objectivité. Pas d'objectivité, mais qui ne sonnent pas à l'oreille comme étant possible. Tu sais que tu peux dire à ton enfant que vas-y, tu peux faire ça. Mais à un moment donné, toi-même, tu es en train de douter. Et tu ne sais pas si l'enfant réalise même que toi, tu es en train de douter. Et tu vois un peu donc. Et tout part du fait que, comme il disait tout à l'heure, les impulseurs, comme peut-être le Maroc qui arrive en demi-finale, en fait, c'est des réalisations qui sont très... C'est rattaché à l'histoire, au contexte. Du coup, ça fait que même l'encadreur qui parle, qui s'adresse à ses enfants, il peut facilement leur dire c'est possible. C'est possible, c'est possible. Vos grands-frères ont fait ça, c'est possible. Maintenant, les enfants, ils se disent que voilà, ils ont peut-être fait les mêmes écoles de formation, les mêmes encadrements, ils peuvent arriver à quelque chose. Le Mali qui arrive là-bas, il ne sait pas. En fait, les grands-frères, ça n'a pas été ça, les enfants, mais même jusque-là. En fait, je pense que le discours, c'est dit, mais fonction du fait que vous n'avez pas franchi certains paliers. Parfois, ça n'arrive pas. C'est pourquoi, comme je disais, on revient avec le Cameroun. On sait que nos grands-pères, ils ont fait des choses. Nos pères ont fait les choses. Nous-mêmes, que tu aies fait l'école ou pas, qu'il y ait eu une formation ou pas, tu sais que tu dois faire cette chose. Donc, tu vois que nous, sur le plan psychologique, on est avancé. Mais maintenant, la réalité du foot fait que quand vraiment il faut jouer là, c'est décousu, c'est il faut qu'il y ait une chance pour qu'on réalise, parce que nous on garde la chance, on garde le fait qu'on a fait ça par le passé, nos grands-pères ont fait ça. Donc le discours sur le plan psychologique, ça passe plus facilement avec les gens qui ont eu à réaliser, mais sur les gens qui n'ont pas réalisé, parfois ça fait un peu comme si c'est douteux, même quand on le dit. Donc je pense qu'à la fin de la journée, c'est l'Afrique aussi qui gagne aussi. Il y a maintenant une forme de mindset collectif. Dans un collectif, les Africains commencent à prendre de la place sur le plan international avec le jeu, avec les réalisations du Maroc, Sénégal, le Cameroun. Donc, même quand, je suppose que même nos 3 représentants qui sont en train d'aller pour le moins de 23 ans, oui, ils commencent à avoir ce côté confiance. Venant de l'Afrique, on peut arriver. Et apparemment, même la Guinée, ils peuvent jouer les matchs de barrage aussi. Donc, on n'est pas exclu d'avoir... En football masculin, je pense que c'est 3 places. Oui, sauf si je me trompe, c'est 3 places. En fait, je pense qu'ils doivent aussi faire le barrage aussi avec, en attendant que les autres... Oui, voilà. Donc, il y a une possibilité qu'il y ait même 4 aussi. Parce qu'il y a un match de barrage avec, si c'est les gens des Asiatiques ou quelque chose comme ça aussi. Mais en tout cas, pour les autres là, je pense que on sera derrière eux déjà, malheureusement. Malheureusement pour le Cameroun. Oui, parce que vraiment, c'est toujours mieux quand c'est le Cameroun. Parce que, comme je disais tout à l'heure, même si on n'a rien, même s'il n'y a pas un football jeune qui va à 100 à l'heure, nous, on a notre fighting spirit, on est toujours content de se lever, de les supporter. Donc, voilà.
Voilà, le tournoi olympique avec le Maroc, l'Égypte et le Mali, les représentants de l'Afrique pour le tournoi de football masculin. Je rappelle que la phase finale est prévue dans 1 an, exactement à Paris. C'est en 2024. Jonathan va garder la parole puisqu'on va sortir dans quelques minutes de cette émission. L'instant pour nous de s'intéresser à Relais Football Academy, cette nouvelle académie de football qui a donc vu le jour dans la ville de Douala, qui intègre la sphère des académies qui sont déjà très nombreuses, pas seulement à Douala, mais sur le territoire national. Ou alors la présentation de ce projet, c'était la semaine dernière, au cours d'une conférence de presse organisée dans un hôtel de la place. Quelques hommes de médias qui ont répondu à l'invitation de Relais Football Academy pour s'enquérir véritablement de ce projet. Et on a la chance d'avoir sur ce plateau le promoteur Jonathan Bapidi, qui dans le passé était un manager d'artistes. Aujourd'hui, il est promoteur de football, d'une académie de football, autant pour moi. Déjà, j'aimerais savoir, premièrement, pourquoi le changement d'horizon, quitter dans le monde du showbiz, entre guillemets, pour le football? C'est une passion. Hein. C'est une passion. Moi, j'ai déjà une grande passion pour la gestion des hommes, surtout des carrières, en fait. Donc, je sais que parfois, il y a des passions j'ai pas fait ça à l'école, j'ai pas fait management à l'école, mais je sais que j'ai toujours eu envie de penser à vouloir travailler pour que quelqu'un soit sous la lumière et que moi, je sois derrière la lumière. Donc, voilà. Partant du management artistique, j'ai commencé à être tellement approché par les jeunes footballeurs, genre manager. Parce que c'est quand on dit manager, on ne dit pas manager artiste, on ne dit pas manager football, on dit manager. Voilà, c'est passe-partout. Voilà, moi je suis un jeune, je joue au football et tout ça. Est-ce que, voilà, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et comme moi je suis déjà une personne, j'aime pas travailler à mon nom propre. Vous voyez un peu. Donc, ça m'a inspiré un peu le côté agent de joueur. Et j'ai pas pu pousser jusqu'au bout le projet parce que je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a des enfants qui viennent, mais après, est-ce que ces enfants-là, ça va mériter que tu mettes ton énergie dessus? Donc, j'ai commencé à mûrir le projet avec des amis, se renseigner un petit peu et tout ça. Après, je suis arrivé à l'évidence que, bon, voilà, puisqu'il y a beaucoup d'enfants, l'idée même, c'était un peu comme Kylian Mbappé. En fait, pas vraiment, je suis un peu... L'idée, c'était vraiment d'aller dans mon village, se dire, voilà, dans ma zone tout au moins, des enfants qui ont du mal à être vus et mettre une académie là-bas parce que je sais qu'il y a pas mal de talents. Parce que l'idée, vraiment, c'est de dénicher des vrais talents, les encourager, leur donner la chance d'arriver au sommet. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, bon, tiens, essaye d'aller vers cela, mets une académie sur pied. Ça va être compliqué, mais entoure-toi des gens qui peuvent t'apporter le soutien. Parce que c'est un peu comme on dit généralement, il y a un proverbe qui dit chez nous, quand tu tapes le caillou tape le sol, en fait. Donc, moi, je me suis dit, si les jeunes sont venus vers moi pour demander quelconque soutien et tout ça, voilà, moi aussi, je vais taper à la porte de ces gens qui connaissent, les techniciens, les encadreurs qui sont vraiment chevronnés. Parce qu'il faut dire, c'est pas mon domaine de prédilection, mais je me dis, il va falloir se documenter, il va falloir avoir beaucoup de passion pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, c'est un peu comme ça, le parallélisme. Je chute là-bas sans beaucoup penser. Mais après, je me suis dit, si à la fin, ça peut nous permettre d'apporter quelque chose pour le football, parce que je me dis, c'est le moment aussi de donner toute son énergie pour que ça change. Je pense que quand tu écoutes Georges, tu sens que son discours est passionné, en fait. Tu sens qu'il a envie que son discours change. S'il pouvait avoir un bâton de magie pour dire que, gars, désormais, là, le football, il faut que ça devienne quelque chose. Faut que, tu vois. Et parfois, on ne peut pas être seulement dans cette position où on veut que ça change. On se dit, bon, moi, mon objectif, j'ai tellement observé ce qui se passe. Dans le football jeune. Football jeune, voilà. J'ai peut-être aussi la chance de voir un peu comment ça se passe ailleurs. Je me dis, bon, je sais qu'à la fin de la journée, ce n'est pas que les moyens. C'est même seulement la façon de penser les choses, en fait. Et maintenant, je ne peux que implémenter ce dont je pense, ou bien ce que je pense sur ce que je possède, en fait. Mon académie, ça va me demander des moyens, mais je me dis, si je veux que mes enfants soient talentueux, il faudrait que, si je veux que ce ne sont que ceux qui sont talentueux qui soient là, si je ne veux que ceux qui soient talentueux fassent ceci, je peux l'imposer. Mais imagine, si je ne veux que dire qu'il faut que les U15, il faut que ça soit que les bons talents, qu'est-ce que je peux faire là-bas?
si je veux dire, il faut que les enfants s'entraînent véritablement. Je ne peux que dire ça dans quelque chose que je contrôle. Et je sais que j'aurais contribué à ce qu'à la fin de la journée, on puisse avoir des purs éléments, des gars qui ont le mindset. En fait, quand on voit peut-être des enfants comme Mbappé, à 18 ans, il parlait de là comme un jeune, un vieux. En fait, c'est des choses qu'on leur a dit, c'est l'encadrement, c'est pas que le football. Moi, j'aimerais que dans la relève, qu'un enfant de 15 ans puisse venir à l'émission et qu'il te tienne tête en fait, fonction de où il sait où il va, qu'est-ce qu'il apprend. Parce que c'est pourquoi nous, quand on regarde ces enfants-là parler, on se dit, mais c'est un enfant de 15 ans, on te dit, si, c'est un enfant de 15 ans. Il a déjà son rôle modèle. Mbappé, il avait 10 ans, il mettait déjà les posters de Ronaldo dans la chambre. Et en fait, ça veut dire qu'il était conscient de où il va, de ce qu'il veut devenir. Et tout ça, c'est l'encadrement, c'est tout ça. Donc moi, c'est un peu ce que j'aimerais apporter dans mon académie. Ouais. C'est d'essayer de vraiment donner des trajectoires aux enfants conformes. Ouais. Je veux dire, un enfant qui vient, il faut qu'il ait une trajectoire, il faut qu'il se fasse une idée de ce qu'il veut être demain et qu'on l'accompagne. Pas des aventuriers, quelqu'un qui vient jouer. Je ne veux pas que les enfants jouent encore au football en tant qu'aventure. Je veux que ce soit des choses que les enfants choisissent de faire et qu'ils aient l'accompagnement qui pourra le permettre de faire ça. Dénicher les talents, préparer les professionnels de demain. C'est vrai qu'on entend beaucoup ce discours au sein des académies, mais j'ai envie de vous demander quelle est la différence avec Relève Football Academy, la différence par rapport à ces académies qui sont nombreuses dans la ville de Douala. Je pense que la différence, ça peut se faire sur le projet. Le projet, on est en train de... Le projet, c'est de chercher les talents. On va vers les championnats, lancer les tournois de détection pour recruter, pour que les enfants soient boursiers chez nous. Ça veut dire qu'ils ne payent pas un sou pour être avec nous. On ne peut pas demander à un enfant de venir travailler chez nous et qu'il ne paye rien et qu'on soit en train de s'amuser. Ça veut dire qu'on se dit, tout ce qu'on veut, c'est qu'on soit sûr que tu veux faire carrière et on veut que tu viennes nous retrouver. Maintenant, nous, on va mettre tout le sérieux pour que tu arrives au bout. Tu vois? Et l'autre chose, c'est quoi? C'est que nous, on aimerait également qu'à Relève, ça soit un peu football, études. Je ne sais pas si c'est études, football, mais je veux que ça soit football, études. Ça veut dire que j'aimerais que le football soit un objectif à atteindre pour un enfant et que l'école soit un moyen de développement. Pour que ça ne soit pas seulement l'inverse, parce que je n'ai pas envie que les enfants soient dans ce discours de dire que, OK, on ne sait jamais, il faut faire d'abord l'école. Le football là, est trop aléatoire. Parce que quand on passe sur cette base, ça fait que il y a beaucoup ça fait beaucoup d'aventuriers. Tous les deux sont liés, dans tous les cas. Ça doit être lié, mais il faudrait que nous, on veut être une académie de football qui forme les footballeurs, pas les ministres. Je ne sais pas si tu comprends un peu le football. Les enfants vont faire l'école, mais ils sont chez nous pour qu'ils deviennent des footballeurs. Pas des enfants qui se disent que non, ils peuvent ne pas être footballeurs, ils pourront être ministres. Non. Tu vois un peu? Parce que je suppose que quand un enfant va dans les centres de formation, que tu connais les deux grands centres, quand il part là-bas, c'est pour être footballeur. Bien sûr. Maintenant, c'est quand ça ne réussit pas qu'ils commencent à se débrouiller. Parce que, comme tu m'as dit, je suppose que la plupart des académies, c'est que les enfants sont là-bas, ils font l'école, ils font l'étude. Maintenant, ils sont un peu entre les deux. On veut leur faire quoi? Que tu peux devenir aussi ministre, tu peux également devenir Mbappé. Mais c'est pas, on dit souvent, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Il faut que tu te dises que je m'en vais à l'école pour savoir parler français, pour savoir écrire mon nom, pour savoir lire mon contrat, pour savoir et que je dois devenir Mbappé. Tu as un objectif à atteindre. Moi, c'est le discours que moi j'aimerais tenir à mes parents, aux parents qui viennent chez moi, de dire qu'avec Relève, ton enfant peut devenir Mbappé. Mais on ne dit pas qu'il ne part pas à l'école, mais il doit devenir Mbappé. Parce que je sais que dans la plupart des académies, on leur dit, voilà, c'est l'école aussi, c'est Mbappé aussi. Donc si Mbappé ne veut pas, et ça fait que l'enfant, à un moment donné, il va même abandonner. Imagine les énergies que nous on va mettre. Tout ça, après, au bout d'un an, c'est pas que l'enfant a eu quelque chose de vraiment significatif qui a fait qu'il ne puisse pas arriver au bout, mais c'est parce qu'il a perdu la motivation, parce qu'il s'est dit, bon, c'est pas évident. Georges Bimbe est toujours avec nous sur ce plateau. Alors Georges, quand on regarde un peu sur le rétroviseur la situation dans laquelle se retrouve le football jeune, il y a ces footballeurs qui ont terminé leur formation dans des académies, mais une fois la formation terminée, pour certains, ils entrent dans les oubliettes, ou alors pour d'autres, ils vont dans des destinations exotiques. Je ne vais pas revenir sur les différents clubs qui sont souvent cités. Est-ce que l'environnement du football jeune au Cameroun permet à un jeune footballeur d'avoir véritablement une carrière professionnelle digne de ce nom? Bon, déjà sur le fait que les gens ils vont aux oubliettes, c'est pas une curiosité camerounaise. Même dans les plus grands pays de football, si vous êtes 10, très souvent il n'y en a que 3
ou deux qui pourront jouer le haut niveau. Par principe, c'est souvent comme ça se passe. Maintenant, est-ce que l'environnement du football camerounais est viable? L'environnement du football jeune au Cameroun est viable. Sincèrement, il faut y aller. Je veux dire, aujourd'hui, tu retires le FBC. Pour moi, c'est le néant. Il n'y a rien d'autre à côté. Parce que je crois qu'on a commis la même erreur qu'il y avait il y a de ça quelques années en politique. C'est-à-dire quand on a dit obligation de démocratie, avènement du multipartisme, on s'est retrouvé avec... Non, ceux qui suivent vont comprendre. On s'est retrouvé avec 167 ou un peu plus ou un peu moins de partis politiques. Par conséquent, celui qui veut devenir un homme politique demain, il a du mal à cerner ce qui est mieux pour lui, quel est le parti politique qui est mieux pour lui ou pas. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a eu, je veux dire, monsieur tout le monde s'est levé un matin et a décidé qui va mettre en place une structure de football jeune. Et il a commencé à prendre quelques jeunes au quartier. Et malheureusement, on a vu ce qui s'est passé avec des enfants qui se retrouvent dans des pays. J'ai aucun problème pour ces pays-là, je respecte ces pays, mais ils se sont retrouvés en train de faire d'autres choses que du football dans ces pays-là. Et c'est ça le risque aujourd'hui. Je pense que la première chose qu'on doit faire, et je sais que ce projet-là en préparation, notamment au niveau de la fédération, c'est d'essayer d'abord de cerner exactement qui est porteur du projet en termes de football jeune chez nous. Parce que c'est quand même des enfants des gens que vous mettez sous la responsabilité de certaines personnes qui viendront un jour vous dire « Oh non, votre enfant est très bon, on va l'envoyer en Érythrée, venez signer le contrat ici, il va faire une très bonne carrière. » Puis l'Érythrée, c'est pour devenir chauffeur au lieu de jouer au football. C'est ça aujourd'hui le problème. Et seulement pour la ville de Douala, vous avez plus de... Déjà, il faut faire... Je pense qu'il y a une différence entre une académie de foot, une école de foot, parce que chez nous, ici, on prend tout et on met tout dedans. C'est pas la même chose. Chaque élément a sa particularité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les projets doivent être bien pensés, mais il faut les moyens. Au Cameroun, aujourd'hui, pour être dans un projet pareil, il te faut avoir les moyens. Parce qu'il y a des niveaux où il va falloir tendre un peu la main de quelqu'un qui n'a rien à voir avec le football, qui n'en a rien à foutre de ce que tu veux faire, mais c'est un facilitateur pour un certain nombre de choses. Donc si tu n'as pas les moyens, c'est pas grave, tu reviens dans 5 ou 10 ans quand tu en auras. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont considérés comme de très bons joueurs, entre guillemets, qui évoluent à l'équipe nationale du Cameroun, pour 7 ans en tout cas, ont été des gens qui ont eu la chance que celui qui leur tenait la main était quelqu'un d'intéressant, parce que cette personne elle-même est en partenariat avec une structure de formation où il a été. Ça fonctionne comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Et moi, j'encourage tous ceux qui veulent. Je ressens que de plus en plus, ça se fait. J'ai vu Aurélien Chedjou est très avancé sur cet aspect de détection. Il y a beaucoup de gens. C'est bien parce que les Camerounais, ils aiment le football. Maintenant, ce que moi, je trouve un peu déplorable, c'est qu'aujourd'hui, au Cameroun, les structures qui forment les jeunes footballeurs, il y en a tellement que finalement, tu ne sais plus qui fait quoi et qui est sérieux dans quoi. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Il faut travailler notamment le projet aussi sur le plan finance. Qui fait quoi sur le plan finance? Comment on crée le pont, la route pour permettre aux jeunes qui ont commencé une formation ici d'aller en post-formation ailleurs. Les académies aujourd'hui qui ont pignon sur rue en Afrique noire, au-delà de l'EBC ici chez nous, c'est Génération Foot ou encore Diambas. Mais c'est des structures qui ont eu à tisser des partenariats avec des clubs en France, notamment pour Génération Foot, je crois que c'est Metz. Il faut pouvoir atteindre ce type d'objectif parce qu'il faut un pont. S'il n'y a pas un pont, vous allez avoir un garçon qui est talentueux, qui est très bon, qui a même une base en termes de formation intéressante, mais qui ne deviendra pas un footballeur de haut niveau, parce qu'on l'a d'abord envoyé en Éthiopie. Pourtant, il aurait, je dis avec tout le respect, parce qu'il ne faudrait pas qu'on mélange ce que j'ai pour ces pays-là. Merci Georges. Mais on l'a d'abord envoyé dans cette zone-là. La dernière parole à Jonathan Bapidi. On a encore à l'image quelques temps forts de cette présentation du projet. Là, je sens qu'il y a des moyens, parce que c'était dans une belle salle. Georges a parlé de moyens tout à l'heure. Je vous rappelle que pour un premier coup, les hommes des médias se sont rendus compte qu'il y a déjà les moyens. Et j'espère que ça va suivre. J'espère que ça va suivre parce que pour une académie de football nouvellement créée,
tous les membres du staff technique étaient vraiment aux couleurs de cette formation Relève Football Academy et nous étions dans un établissement très professionnel, le luxe planétaire, et on espère également que c'est ce qui va suivre avec l'équipe de Relève Football Academy. Une minute pour terminer parce que l'émission est déjà terminée. Jonathan Bapidi, qu'est-ce qu'on doit retenir concrètement? Il y a des jeunes footballeurs qui vous écoutent, qui vous regardent, autant pour moi. En quoi se résume vraiment le projet Relève Football Academy? Il y a quand le début des activités? Donc voilà, déjà, il faut dire que Relève Football Academy, on est déjà logé à la Parisot, on a un siège. Les journées de détection, c'est le 15 et le 16 à Colbon, au stade derrière la Totale. Et on va éviter des publicités là. Oh. Bon, vous pouvez prononcer aussi le nom d'une autre marque pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a la Parisot. Donc, à part ça, je pense que, comme Georges le disait, c'est bien, la multiplicité n'a jamais été un problème. Il y a beaucoup d'écoles d'enseignement secondaire et tout ça, parce qu'il y a également beaucoup de Camerounais. Donc, nous, on est là parce qu'on veut impulser le sérieux et on veut contribuer à ce que notre football soit ce que ça doit être. Par rapport au lien avec les académies des autres pays ou des clubs des autres pays, oui. On est en train de tisser ces partenariats-là parce qu'effectivement, on veut travailler à ce que nos joueurs aillent devenir des professionnels et même également revenir renforcer le championnat camerounais parce que partir de notre académie aussi pour un championnat camerounais, c'est pas toujours mauvais si le football se développe également au Cameroun. Donc, c'est ça, pas la garantie totale, mais on a ça en projet. D'avoir ces enfants qui vont vraiment grandir et devenir des footballeurs professionnels. On est en train de mettre tous les moyens pour que ça le fasse et que Relève Football Academy soit différent de ce qu'on a déjà sur le chéquier camerounais. Quoi. Voilà, la relève est assurée avec Relève Football Academy. Merci beaucoup, Jonathan Bapidi, d'avoir honoré cette invitation. C'est moi qui vous remercie et je suis ouvert pour les nouveaux rendez-vous. Merci également à Georges Bimbe qui était avec nous, journaliste à RFI. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. On va se quitter, mais on revient la semaine prochaine.